Voy a partir con una cita que creo que va a formar una especie de telón de fondo de esta conversación. La cita dice así: los antiguos griegos consideraban que el peor defecto de la acción humana era la ibris, la desmesura, la voluntad ebria de sí misma, el orgullo de estar convencido de que todo es posible. La virtud política por excelencia era exactamente su contrario, la moderación, la templanza. Vamos a volver sobre esta frase a lo largo de la conversación. Pero creo que la mejor manera que tenemos de partir es pedirle a nuestro invitado que nos hable de sí mismo, de su propia vida y experiencia como estudiante en su país natal, en Bulgaria, y sus motivaciones e impresiones como extranjero una vez llegado a París. Nos gustaría que nos contara un poco sobre su historia intelectual y política, sobre su paso de Bulgaria a Francia, sobre su encuentro con Barthes, Jacobson y los estructuralistas franceses, qué pasó con ellos, por qué pasó de los estudios literarios a los históricos, en fin, partir quizás con esos temas. Sveta. Bonjour. Merci d'être si nombreux. Nous allons passer une heure ensemble. Je vais essayer de répondre aux questions de Ricardo Brodsky. Et donc, commencer par le commencement. Je suis né en Bulgarie. Ce pays est encore plus petit que le Chili. Il se trouve dans la péninsule balkanique en Europe de l'Est. Et il appartenait dans mon enfance et adolescence à la zone d'influence soviétique. Il faisait partie du camp soviétique. Et l'une des caractéristiques de notre vie dans ce pays était que toutes les activités qui, de près ou de loin, touchaient à l'idéologie, était contrôlé et orienté par le parti. On ne disait pas quel parti, il n'y avait qu'un seul parti, par le parti qui détenait le pouvoir. Pour ma part personnelle, j'ai eu le sentiment très tôt que je voulais m'occuper de littérature, d'œuvres littéraires. Seulement, j'ai très vite compris que je ne serais pas romancier ni poète parce qu'il me manquait un peu de talent. Et donc, j'ai essayé de devenir quelqu'un qui étudie la littérature plutôt qu'il la crée, ce qui aurait été encore mieux. Mais pour étudier la littérature, on avait des frontières très étroitement fixées, très précises, parce que la littérature devait ou bien se contenter d'illustrer l'esprit du peuple, donc dans quel sens elle était proche des préoccupations populaires, ou bien de montrer qu'elle avait fait un pas en avant et elle pouvait servir les objectifs fixés par le parti. Pour moi, comme pour beaucoup de mes contemporains, cela s'est passé au milieu du XXe siècle. Ce n'était pas une perspective passionnante, parce qu'on voyait d'avance ce qu'on nous demandait, il n'y avait rien à chercher. Donc, j'ai essayé de trouver des parties de l'œuvre littéraire qui échapperaient à l'idéologie. Et je me souviens que quand j'ai eu à faire un travail de maîtrise, donc pour la fin des études universitaires, j'avais choisi de comparer deux versions d'une même nouvelle
d'un écrivain classique. Et dans mon mémoire de maîtrise, je disais qu'il avait employé beaucoup de verbes à l'imparfait dans la première version et beaucoup de verbes au passé simple dans la seconde. Et de cette façon, j'étais sûr d'échapper à l'emprise de l'idéologie. On jouait à des jeux de ce genre à cette époque, mais c'était la raison, par conséquent, à cause de laquelle, dans ces années universitaires passées en Bulgarie, je me suis intéressé beaucoup à la matérialité même des œuvres. Comment une œuvre est faite, comment un récit est composé, comment naît le sens d'un poème ou même d'une phrase. Quand j'ai eu 24 ans, j'ai eu la possibilité d'aller passer une année à l'étranger pour élargir mes horizons, pour approfondir mes études. Et j'ai choisi d'aller en France. C'était un choix un peu arbitraire parce que je ne connaissais rien des études littéraires ni en France, ni en Allemagne, ni en Grande-Bretagne, mais je connaissais quelques noms de chanteurs français, de peintres français impressionnistes qui montraient que Paris était une ville très attirante. Donc, j'ai choisi d'aller en France. Au début, j'étais tout à fait désorienté. Le système scolaire français est plus compliqué encore que le système chilien. Il y avait toutes sortes d'écoles, écoles normales, écoles de hautes études, collèges de France. Bref, je ne comprenais pas grand-chose, l'université bien sûr, et j'ai mis très longtemps à chercher quelqu'un qui s'intéresse à ces mêmes questions que j'avais apportées avec moi de la Bulgarie. C'est-à-dire comment analyser les œuvres littéraires en restant au plus près de la matière dont ces œuvres sont faites. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques 6 mois, un jour, quelqu'un m'a dit, que j'avais déjà trouvé bien difficilement, quelqu'un m'a dit, mais il y a un professeur qui s'intéresse au même genre de choses que toi. Il s'appelle Roland Barthes. C'était donc un directeur d'études, comme on disait, à l'école des hautes études. Et je suis allé au mois de septembre de cette année à ses cours. Et c'était un professeur qui, à l'époque, n'était pas très célèbre. Donc, il y avait une quinzaine, une vingtaine d'étudiants dans sa salle et pas du tout un amphithéâtre comme ici. Et c'était un homme extrêmement généreux et bienveillant. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ce côté générosité et bienveillance qui me reste le plus fortement présent. Parce que pour ce qui concernait les idées particulières qu'il développait, il était un peu imprégné toujours d'une pensée qui pouvait exister en dehors de lui. Il devenait l'interprète de diverses pensées, en tout cas dans ces années-là. Et donc, ce n'était pas tellement le contenu de la pensée, plutôt une attitude humaine dont je me suis dit que c'était ce qu'il y avait de plus précieux qu'un maître pouvait transmettre à ses disciples. À l'époque, en France, il y avait eu, bien que pour des raisons très différentes de la Bulgarie, une certaine emprise de la pensée marxiste sur les sciences humaines, sur l'histoire, sur les sciences sociales. Et donc, une fois de plus, on ne s'intéressait pas à ces aspects purement matériels, un peu techniques de la création littéraire.
alors que Roland Barthes s'y intéressait, et c'est en cela que s'est produit donc notre première rencontre. Il m'écoutait comme si j'avais quelque chose à lui apprendre, il mettait en valeur ses étudiants, ce qui m'a semblé là aussi la meilleure méthode pédagogique, c'est de donner confiance à la personne à qui on doit apprendre quelque chose, plutôt que de l'écraser de son savoir et de sa grandeur. Il y a eu donc une sorte de rencontre de mes motivations personnelles qui était comment fuir l'idéologie avec l'évolution des sciences humaines et des études littéraires en France qui s'orientait vers ce qu'on a appelé alors le structuralisme. Alors on faisait du structuralisme sans le savoir, un peu comme M. Jourdain chez Molière était censé faire de la prose chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que cette attitude, ce choix ne me suffisait pas. Les changements se sont produits dans ma vie, à moi, dans ma vie personnelle. D'une part, une dizaine d'années sont passées et je suis devenu citoyen français. Donc, je pouvais commencer une vie nouvelle et les habitants de ce pays-là, de la France, il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas un parti qui disait « vous devez travailler comme ceci ou comme cela ». Ils pouvaient choisir librement. Alors il n'y avait plus de raison que j'obéisse à l'envers à cette règle qui m'avait été imposée précédemment. Un autre changement qui s'est produit dans ma vie est que je sois devenu père. J'ai eu des enfants. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, surtout un premier enfant pour commencer. Et cet enfant m'a beaucoup préoccupé. Non pas qu'il fût malade, non, il était en parfaite santé, mais je trouvais que c'était une aventure passionnante que de vivre avec lui. Et la vie avec un enfant m'a mis les pieds sur terre, j'avais l'impression. Je ne pouvais plus vivre dans un monde purement livresque parce que le matin, à midi et le soir, il fallait intervenir dans la vie matérielle, dans la vie quotidienne autour de moi. Et cela a provoqué une évolution dans mon esprit. Je me suis rendu compte, petit à petit, une évolution qui consistait à exiger qu'il y ait une continuité entre l'être humain que j'étais et le travail que j'étais en train d'accomplir. Je ne pense pas que cela soit nécessairement vrai dans toutes les professions. On peut faire de la physique avec des convictions politiques ou des attitudes morales indifférentes. On fait toujours les mêmes expériences. Mais quand on travaille en histoire, en sociologie, en études littéraires, en théorie de l'art, bref, en tout ce qui touche à la condition humaine, nous comprenons le monde à l'aide d'un appareil conceptuel qui est propre à notre identité, à notre être même. Et donc, si on change, si on devient une autre personne, eh bien, on change aussi dans son travail. À partir de ce moment, j'ai cherché à établir cette relation de continuité entre les deux, non pas comme une obligation qui serait venue du dehors,
mais plutôt comme une nécessité éprouvée intérieurement. Le premier exemple de cette transformation a été de me rendre compte qu'en tant qu'émigré, personne qui n'habitait pas son pays de naissance, qui ne parlait pas sa langue natale, qui vivait dans une société, dans un état très différent de celui où j'avais grandi, cela influençait ma vision du monde. J'étais un déculturé, une personne déculturée, acculturée, bref, qui avait changé de culture et qui vivait maintenant dans une situation entièrement différente. Mais je n'avais pas du tout envie d'écrire une autobiographie. Non, je voulais juste travailler sur ce thème de la rencontre des cultures, mais en pouvant m'identifier au personnage dont j'allais parler. Et le premier travail que j'ai fait dans ce genre a été un livre sur la conquête de l'Amérique, c'est-à-dire sur cette aventure extraordinaire, unique dans l'histoire de l'humanité, lorsque deux parties de l'humanité qui s'ignoraient totalement l'une et l'autre se sont connues, se sont rencontrées, ils se sont fait beaucoup de mal pour diverses raisons, mais ils ont aussi contribué beaucoup à la connaissance des uns par rapport aux autres. Parce que aussi bien les indigènes du continent américain que les voyageurs, conquistadors, missionnaires et autres commerçants qui sont venus d'Europe en Amérique, ils ont laissé des descriptions passionnantes de ce qu'ils ont vu. Pour la première fois d'ailleurs, on dispose de récits qui décrivent les Européens vus du dehors et non pas comme eux se voient eux-mêmes. Voilà, alors cet épisode de l'histoire m'a passionné, m'a fasciné, je pense, parce que d'une certaine façon, il reflétait en beaucoup plus important, de façon hyperbolique, bien sûr, il reflétait quelque chose de ma propre expérience. Et j'ai continué par la suite de travailler autour de ce thème qui est le contraste, ou la tension entre la pluralité des cultures humaines, parce que nous tous avons une culture, il n'existe pas d'être humain hors culture, et ces cultures sont différentes. Pourtant, nous sommes tous des êtres appartenant à la même espèce et qui pouvons nous comprendre à travers les frontières des cultures. Ensuite, il y a eu un second événement important dans le monde extérieur qui ne concerne pas le continent américain, mais le continent européen plutôt, à savoir la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est et en Union soviétique à la fin des années 80. Jusqu'à cette date, j'avais toujours été intéressé par ce sujet parce que je voulais mieux comprendre en quoi consistait la différence entre le monde d'où je venais et le monde dans lequel j'avais abouti. Mais quelque chose m'empêchait de m'en occuper dans mon travail. Peut-être simplement le fait que mes parents continuaient d'habiter en Bulgarie et donc je ne me sentais pas entièrement libre de dire tout ce que je pourrais avoir envie
de dire, de peur que cela ne leur fasse tort, parce que la Bulgarie vivait sous une dictature. La chute du mur de Berlin a fait tomber une sorte de petit mur que j'avais dans ma tête aussi, et je me suis tourné vers une analyse, une description, une enquête sur le monde totalitaire. Le premier livre que j'ai écrit là, donc le premier dans l'autre cas, c'était La conquête de l'Amérique, mais le premier à ce deuxième moment s'appelait Face à l'extrême, et c'était un livre sur le comportement humain en circonstances extrêmes, tels que les camps de concentration, les camps d'extermination, les ghettos, les prisons, bref, les expériences humaines les plus violentes telles qu'elles s'étaient déroulées au cours de la Deuxième Guerre mondiale, juste avant, juste après. Et depuis cette époque, j'ai continué à plusieurs reprises de m'approcher par des différents côtés de cette analyse du monde totalitaire, c'est-à-dire de ce monde dans lequel j'avais vécu, dans lequel j'avais été éduqué pendant les 24 premières années de ma vie. Puis le temps a continué de passer, je n'arrive pas à l'arrêter malheureusement, et je me suis rendu compte, mais cela me conduit déjà dans les années 2000, je me suis rendu compte que je devenais un peu comme un ancien combattant qui parlait toujours d'une guerre à laquelle il a participé et qu'entre-temps, il y a de nouvelles générations pour qui cette guerre, c'est quelque chose comme la découverte de l'Amérique ou la Première Guerre mondiale, et que j'habitais ici et maintenant, et donc je devais aussi essayer de tourner mon regard, non pas vers cette sorte d'opposé, de contraste à la démocratie, mais vers la démocratie elle-même, les démocraties telles que nous les connaissons, telles que celle dans laquelle je vivais, la France, mais aussi d'autres pays européens ou américains où je me suis rendu souvent. Et cela me conduit vers les derniers livres que j'ai écrits au XXIe siècle, dans lesquels j'essaye de prendre une position critique envers le type de régime dans lequel j'habite, non pas pour lui préférer le régime totalitaire, bien entendu, mais parce qu'il ne suffit pas de se dire « heureusement, nous n'habitons pas dans un régime totalitaire ou sous une dictature militaire ». Même la démocratie qui fonctionne normalement, comme on a envie de dire, a des facettes, des aspects parfois menaçants, en tout cas insatisfaisants. Et donc j'ai essayé de parler de cela aussi. Voilà un peu les grandes lignes de ma biographie intellectuelle, une traversée du siècle. Sí, bueno, está claro que hoy día el tema que lo ocupa el profesor Todorov es el tema de la democracia. Y en su último libro, él sostiene que la amenaza de la democracia no es el enemigo externo, real o hipotético, sino la paradoja que sus propios valores engendran peligros a partir de determinados usos de ellos. Y creo que sería interesante que usted nos explicara el concepto de la desmesura, que parece ser clave en su planteamiento.
Vous avez quitté, hein? Oui, alors je vais vous raconter un peu les grandes lignes de ce dernier travail auquel se réfère Riccardo Brodsky, qui porte le titre « Les ennemis intimes de la démocratie ». J'appelle cela les ennemis intimes parce que jusque-là, j'avais été sensible aux ennemis extérieurs, frontaux, violemment opposés à l'idée même de démocratie. Nous le savons tous, la démocratie n'est pas le seul régime répandu dans les Amériques ou en Europe ou en Asie. Il y a aussi eu dans le passé récent des régimes totalitaires qui déclaraient la démocratie un régime faillible et qui voulaient lui substituer le fascisme ou le communisme. Il y a eu aussi des coups d'État militaires dont l'histoire de l'Amérique latine est riche, qui étaient aussi des ennemis ouverts, déclarés de la démocratie, qui pensaient que ce régime beaucoup trop libéral, beaucoup trop permissif, n'était pas ce qui convenait à la population et qu'il lui fallait des hommes à poigne qui dominent bien et qui donnent des ordres qui seront toujours obéis. Tout cela sont, disons, les ennemis externes, les ennemis déclarés de la démocratie. Mais de nos jours, ce genre d'ennemis, il existe toujours, mais ils sont un peu marginalisés. On peut penser, par exemple, au fait qu'il existe quelques régimes théocratiques. Évidemment, la théocratie ne se confond pas avec la démocratie. Mais, encore une fois, sur tous les continents, on prétend, on défend l'idée d'une vie en démocratie. Cependant, je me suis rendu compte que la disparition de ces ennemis externes, ou en tout cas leur affaiblissement aujourd'hui, ne suffisait pas et qu'il existe des ennemis internes, des ennemis intimes qui ne menacent pas moins notre bien-être et la vie même que nous menons. Il faut que je m'explique un peu plus concrètement ici. Il me semble que l'un de ces ennemis, pour donner un premier exemple, serait ce que j'appelle le messianisme politique. Ce mot un peu bizarre et incompréhensible, je vais essayer de l'expliquer tout de suite. C'est l'idée qu'on dispose, qu'on possède soi-même du bien, qu'on est détenteur des meilleures valeurs du monde et que, par générosité et par bienveillance pour le reste de l'humanité, on doit exporter ces idées et ces valeurs et même les imposer par la force. Vous n'ignorez pas que dans le passé un peu plus lointain, au XIXe siècle, c'est ainsi que les empires coloniaux ont été promus. On pensait que la civilisation européenne, et en particulier celle qu'incarnaient des peuples comme les Anglais et les Français, était la meilleure du monde. Donc, les gouvernements de ces pays considéraient comme parfaitement légitime de soumettre d'autres parties du monde, en particulier en Afrique et en Asie, pour promouvoir, pour apporter leurs idées.
Ce faisant, il partait d'une idée démocratique. L'idée démocratique ici, c'est l'idée de progrès, de valeurs à défendre et l'idée qu'il fallait tout faire pour que tous puissent profiter de ces idées progressistes. Seulement, on ne se contentait pas de les proposer, de les diffuser, ces idées et ces valeurs, on les imposait par la force. Voilà un premier exemple de cette démesure sur laquelle on reviendra à plusieurs reprises. On ne se contente pas donc d'affirmer la supériorité d'un idéal, on l'impose par la force des baïonnettes, ou même, comme on disait il y a 100 ans, ou plutôt aujourd'hui par la force des missiles et des avions porteurs de bombes. Cette variante qu'était le colonialisme du XIXe siècle appartient aujourd'hui au passé. D'autres formes ont été promues au début du XXe siècle. Le communisme s'est répandu de cette même façon comme la défense d'une idéologie supérieure à toutes les autres, mais de nos jours, et vu à partir des pays du monde auxquels nous appartenons, en tout cas en Europe, ce sont des guerres au nom de la démocratie, au nom même des droits humains, qui caractérisent notre présent. Ainsi, la guerre d'Irak, ainsi la guerre d'Afghanistan, ou des interventions comme celles qui ont été accomplies en Libye ou dans d'autres pays africains. Et puis, d'autres projets de ce type se profilent à l'horizon. Cette démesure se reflète doublement dans le fait que sur place, on apporte au nom du bien de destruction. Vous savez que, par exemple, la guerre d'Irak était déclenchée en tant que punition de l'attaque des tours jumelles de New York en 2001, qui ont provoqué la mort de 3000 personnes à la suite de ces attentats, mais que la guerre d'Irak elle-même, où s'ajoutaient des arguments comme les armes de destruction massive ou encore l'absence de démocratie et de respect pour les droits humains, cette guerre-là a provoqué près d'1 million de victimes. En même temps, cette guerre a eu comme effet négatif une destruction des valeurs démocratiques de pays qui menaient ces interventions, c'est-à-dire en particulier les États-Unis, mais aussi tous les autres pays qui faisaient partie de la coalition intervenante, puisque pour la première fois dans l'histoire des pays démocratiques, la torture a été légalisée. La torture avait été pratiquée, nous le savons bien, par beaucoup de pays, y compris des pays démocratiques, mais c'était toujours en cachette, c'était toujours de manière honteuse. Le gouvernement disait toujours que ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu de torture, ou bien s'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu un exécutant particulier qui s'est mal comporté. Alors que cette fois-ci, c'était une doctrine qui nous enseignait qu'il fallait pratiquer la torture parce que
la situation était si grave que c'était le seul moyen de gagner cette guerre. Et la torture, cette grave transgression des droits humains, fait que lorsqu'un pays la légalise, on ne peut plus parler de démocratie. Voilà donc un ennemi intime issu de la démocratie elle-même qui détruit les principes démocratiques. Au nom du progrès, au nom de la démocratie, au nom de la défense des droits humains, on produit des effets négatifs aussi bien chez soi que chez les autres. Un deuxième type d'ennemi intime, un deuxième ennemi intime est également lié à une valeur qui nous est chère en démocratie. Je veux parler de la liberté. La liberté est incontestablement une exigence de toute démocratie. Plus exactement, la démocratie est un régime où gouverne le peuple, donc d'une manière quelconque, par des élections, on élit un gouvernement qui essaye de défendre les intérêts du peuple, le bien commun, mais l'extension de la puissance de ce gouvernement doit rencontrer une limite qui est celle de la liberté des individus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les individus doivent faire parce que leur gouvernement le leur demande ou parce que les lois le leur commandent. Mais il y a aussi une vie privée, une vie intime, pour laquelle nous n'avons aucune envie de nous soumettre à des ordres venus d'en haut. C'est justement ce type de liberté qui me manquait beaucoup dans les premières années de ma vie, puisque le régime totalitaire, lui, contrôle et réglemente toute la vie de l'individu, ne lui laissant pas le libre choix ni de l'école où il doit aller travailler, ni de la ville dans laquelle il va habiter, ni du travail qu'il pourra exercer, ni même, paradoxe, la longueur de la jupe que les jeunes filles pouvaient porter ou la largeur des pantalons que les garçons pouvaient mettre. Parce que porter des pantalons trop étroits, c'était servir la cause de l'impérialisme occidental. Donc, la liberté est une valeur démocratique fondamentale, mais il faut voir que cette valeur ne se présente jamais isolée. Elle ne peut pas être la seule valeur, puisque la liberté, c'est une sorte d'absence de règles communes. Or, il n'existe aucune société au monde qui repose sur l'absence de toute règle commune. Ce serait la pure anarchie. Et au fond, on aurait échappé à la tyrannie de l'un, du dictateur, pour la remplacer par la tyrannie de tous, là où il suffirait d'être physiquement plus fort que ses voisins pour imposer sa volonté. Le contraire de la tyrannie, en effet, ce n'est pas la liberté absolue, c'est le règne de la loi, c'est-à-dire une règle commune pour tous. Et donc la liberté n'est pas une valeur absolue, c'est une valeur relative à d'autres valeurs. Parce que si la liberté n'est limitée par rien, elle se transforme simplement
à un pouvoir. Or, la démocratie dit que tout pouvoir doit être limité, qu'il n'existe pas dans la société démocratique des pouvoirs qui ne rencontrent aucune limite. De nos jours, l'idée de liberté s'est concentrée sur un domaine particulier qui est la liberté économique. Il faut dire qu'au moment où le libéralisme a été conçu comme pensée politique, c'est-à-dire au XVIIe et XVIIIe siècle, l'économie n'était pas vécue comme quelque chose de séparé du reste de la société. Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, avait écrit un article « Économie politique » pour l'encyclopédie à laquelle il collaborait. Il n'y a pas un mot là-dedans sur l'économie au sens que nous lui donnons aujourd'hui. L'industrie, le commerce et d'autres activités strictement économiques. Économie voulait dire la vie en société. Depuis cette époque, l'économie est devenue quelque chose de plus en plus isolé du reste de la société et en même temps à laquelle, l'ayant séparé de la religion, l'ayant séparé de la morale, l'ayant séparé de toute autre exigence sociale, on accorde une place suprême, dominante, ce qui est codifié dans la doctrine du néolibéralisme. Justement, le libéralisme à l'ancienne, c'était une doctrine qui postulait que tout pouvoir devait rencontrer une limite, devait être arrêté par un autre pouvoir. Dans le cas du néolibéralisme, au fond, on pense que la liberté se suffit à elle-même et que son libre exercice, le libre exercice de la volonté, suffit pour réguler la vie sociale. La même chose peut s'appliquer à la liberté d'expression. Nous sommes tous des ardents partisans, les habitants d'une démocratie, à la liberté d'expression. Mais il faut se dire aussi que cette liberté devient, aussitôt qu'on l'exerce, elle devient un pouvoir. Celui qui a le droit de diffuser son opinion par tous les médias du pays exerce évidemment un pouvoir sur le pays. Et à la différence des autres pouvoirs, législatifs ou juridiques ou exécutifs, il n'y a aucun contrôle exercé par la population sur ce pouvoir-là. Donc on découvre que autant la liberté d'expression, la liberté de la presse est souhaitable en tant que contre-pouvoir, en tant que moyen de dénoncer, par exemple, les turpitudes d'un ministre, d'un juge, d'un gros propriétaire, autant le pouvoir que représente cette presse en elle-même doit à son tour être limité. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait toujours une presse pluraliste à l'intérieur d'un pays et non pas une presse obéissant uniquement aux moyens dont dispose son propriétaire. Donc, deuxième exemple d'une valeur démocratique, la liberté, mais qui, si elle ne rencontre aucun frein, si elle n'est pas articulée avec les autres exigences de la vie démocratique, peut devenir à son tour une menace et vider les institutions démocratiques entièrement de leur contenu. Parce que, à ce moment,
ce sont les individus qui possèdent le pouvoir total et ils peuvent exercer leur tyrannie alors que le Parlement ou les autres institutions publiques se trouvent neutralisées, elles ne peuvent rien faire du tout. La mondialisation économique est une autre forme de dépossession du pouvoir politique, de ses prérogatives, puisque désormais la vie économique échappe à toute intervention du gouvernement légitimement instauré par ce peuple. Enfin, je donne un troisième exemple de cette démesure, qui est le populisme. Le populisme, c'est évidemment un appel au peuple, et le peuple, c'est démos, c'est le mot qui définit la démocratie au point de départ. Mais le peuple peut aussi être manipulé, il peut être orienté de façon voulue par une démagogie bien montée, par une simplification de tous les sujets, par une imposition de choix manichéens face auxquels on oblige en somme la population d'obéir à ces recommandations, quelles qu'elles soient. En Europe, ces dernières années, ce populisme s'est traduit essentiellement sous la forme d'une xénophobie, dont peut-être certains d'entre vous ont été victimes si vous avez vécu ces années dernières dans les pays de l'Union européenne, où plusieurs partis d'extrême droite, mais aussi pas d'extrême droite, mais simplement des partis populistes, ont cherché à convaincre le reste de la population que tout ce qui n'allait pas bien dans son existence provenait de la présence de trop d'immigrés, qu'ils soient venus d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie. Et cette propagande simpliste, manichéenne, qui cherche à incriminer un bouc émissaire, a bien servi les intérêts des populistes qui ont gagné une très large audience, qui ont influencé fortement l'opinion publique. Une fois de plus, donc, on se réfère à une caractéristique fondamentale de la démocratie, l'appel au peuple, mais en parvenant à le manipuler à l'aide des médias contemporains, on aboutit à un détournement de la volonté du peuple même. Voilà donc ces exemples de la démesure dans laquelle risquent de nous entraîner certaines dérives de la démocratie, dérives très puissantes qui rendent la vie des habitants de nos pays démocratiques parfois bien difficile, et donc contre lesquels j'appelle à une certaine vigilance, à une certaine réaction vive, parce que la démocratie a un trait formidable qui est que la critique de ses propres institutions y est non seulement licite, mais elle est légitime et elle est même recommandée. Gracias. Quisiera pasar a un tema un poco distinto, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la memoria y la justicia, temas que usted ha tratado muchísimo en su trabajo. En uno de ellos usted afirma que se muestra muy crítico respecto de la existencia y la labor de la justicia internacional.
creo que sería interesante para nosotros conocer su opinión, ya que en Chile, al menos, la justicia internacional goza de un cierto prestigio. La justice internationale correspond à un penchant humain, à un besoin humain que nous connaissons tous. Nous appartenons à la même espèce humaine et nous ne comprenons pas pourquoi ce qui est un crime d'un côté de la frontière cesse de l'être simplement parce qu'on est passé dans un autre pays qui obéit à des lois différentes. Nous voulons croire que la justice est universelle, qu'on peut faire appel à des principes universels. Seulement, si on regarde comment se traduit cette aspiration universelle très légitime, on découvre une réalité un peu plus mitigée. Il y a eu plusieurs tribunaux internationaux qui fonctionnent à La Haye, aux Pays-Bas, en Europe, et depuis une dizaine d'années, il existe aussi une Cour pénale internationale fixée par le traité de Rome, un traité de Rome, qui peut juger des criminels qui échappent à la justice de leur propre pays et qui peuvent être tenus pour responsables de ce qu'ils ont commis. Kofi Annan, qui était le secrétaire des Nations Unies à l'époque où cette Cour pénale internationale a été établie, disait de façon très solennelle que maintenant les dictateurs, les satrapes, les grands criminels de l'humanité pouvaient trembler parce qu'il était clair que désormais ils seraient appelés à rendre compte de leurs actes. Alors, il y a eu 13, si je ne me trompe pas, 13 affaires engagées auprès de la Cour pénale internationale depuis ces 12 dernières années. Il se trouve, vous me direz que c'est peut-être un hasard, il se trouve que les 12 appartiennent à des pays africains. Alors on peut se demander, est-ce que c'est parce qu'en Afrique, on respecte mieux la loi que dans les autres parties du monde, et donc là, la justice règne? Mais on peut en douter que ce soit la raison de cette explication. Il faut se souvenir en effet que pour que la Cour pénale internationale puisse être saisie, le pays en question, d'où provient le criminel potentiel, doit adhérer à la Convention internationale instituant cette justice. Or, tous les pays du monde, et en particulier les pays les plus puissants, n'ont pas adhéré à cette convention. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran, ni Israël, ni bien d'autres pays. Non seulement cela, mais la Cour pénale internationale dépend du Conseil de sécurité. Or, vous le savez, dans le Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents qui peuvent exercer le droit de veto.
Donc, aucune décision allant dans un sens contraire aux intérêts d'un de ces 5 pays, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France, ne peut jamais être persécutée, puisque le pays a le droit de veto, ni aucun des pays protégés, aucun des alliés étroitement associés à l'un de ces 5 membres ne peut jamais être poursuivi. En fait, cette Cour internationale, dans son fonctionnement actuel, ne peut juger que les criminels de niveau moyen dans des pays qui manquent de protecteurs puissants, ce qui est une idée de justice assez peu satisfaisante. George Orwell, l'écrivain anglais, disait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les vrais responsables des grands crimes nazis et autres parvenaient la plupart du temps à se sauver, un peu comme les rats qui fuient le bateau les premiers, et qu'on n'allait attraper que des rats de dimension moyenne. J'ai peur que dans un monde qui est le monde idéal et non pas un monde idéal, il n'y aura que des personnages de niveau moyen qui pourront être jugés par la justice internationale parce qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'on puisse juger le gouvernement chinois pour sa répression au Tibet, le gouvernement russe pour sa répression en Tchétchénie, le gouvernement estadounidense pour sa répression en Irak. Bref, les vrais responsables des pires transgressions de la légalité internationale échappent par définition à cette justice. Par définition, parce que la justice sans la force n'est rien, elle est impuissante. Or, la force appartient aux États et non pas à un organisme supranational qui pourrait imposer sa volonté. Et je dirais heureusement. Cela ne veut pas dire que la justice internationale n'a rien à faire. En fait, elle peut le faire, mais de manière un peu plus modeste, et collaborant d'un pays à l'autre, en étendant la compétence de chaque juridiction au-delà de ressortissants de son propre pays, en échangeant des informations, en étant internationales entre les nations, internationales, plutôt que mondiales, descendues d'en haut de cet organisme que sont les Nations Unies, qui est très utile en tant que caisse de résonance, en tant que lieu de débat public, mais qui n'est pas un gouvernement mondial et qui ne va jamais le devenir. Ça, c'est pour la deuxième partie de la question. Alors, sur la mémoire, nous avons beaucoup parlé de ce sujet ces jours-ci parce que nous partageons cette passion avec Riccardo Brodsky pour les questions de la mémoire et les usages, les bons et les mauvais usages de la mémoire. J'en parlerai très vite cette fois-ci. Je dirais que la mémoire en elle-même, c'est-à-dire la ressuscitation, la résurrection, la préservation du passé, donc la mémoire en ce sens du mot, la mémoire en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'usage
qu'on va en faire. Elle peut être très mauvaise, d'abord parce que la mémoire sert très facilement la vengeance et le ressentiment. Il y a des haines séculaires, il y a des haines qui se perpétuent à travers les générations, où chaque génération venge les forfaits accomplis par les ennemis d'antan, jusqu'à ce que la génération suivante venge les autres injustices. Shakespeare a écrit Roméo et Juliette pour raconter les méfaits de la mémoire, mais on peut aussi rappeler que personne n'était plus défenseur du maintien de la mémoire que Adolf Hitler au moment dans les années 30 en Allemagne, lorsqu'il rappelait constamment aux Allemands, ses concitoyens, leur humiliation à la fin de la Première Guerre mondiale, l'injustice des réparations qui avaient été imposées aux Allemands, l'injustice du traité de Versailles, bref, la nécessité d'une revanche. Du reste, ce discours en Europe, on l'avait maintenu tout au long de l'histoire d'un pays à l'autre, le pays vaincu maintenant vivante la mémoire des victimes tombées dans ce combat pour punir un jour les autres. Voilà, donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres où la mémoire ne sert pas, on pourrait presque se dire, un peu d'oubli vaudrait mieux. Si on oubliait certaines haines ancestrales, on trouverait peut-être un moyen de vivre mieux ensemble. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons usages de la mémoire. Si, il y a des bons usages, et je dirais qu'en ce sens, il n'y a pas un devoir de mémoire, parce que tout dépend de ce qu'on fera, mais il y a un devoir de vérité et un devoir de justice. En tant qu'être humain, nous avons la vocation de reconnaître qu'il y a des jugements, des valeurs plus justes que d'autres, qu'il est possible d'établir la vérité sur ce qui s'est passé ici ou là. Et nous avons un devoir envers nos concitoyens, envers nos enfants, les générations à venir, de faire pour le mieux, ça ne sera jamais parfait, mais pour le mieux, dans le sens de l'établissement d'une justice et d'une vérité en ce qui concerne la connaissance. Et ce type d'usage de la mémoire, il est à recommander. Il est donc nécessaire, utile de connaître le passé, mais toujours en se demandant aussi que vais-je faire de cette connaissance du passé? À quel usage je m'apprête à l'utiliser? Me parece que hay algunas preguntas que están del público y me gustaría que pasáramos a esa etapa porque ya ha corrido un poco el tiempo. Ahí me las traen. Gracias. Bueno, hay dos preguntas que se parecen, que se refieren al tema de la democracia. Una dice, ¿cómo se defiende la democracia de aquellos grupos antidemocráticos que entran en el juego de la democracia? Y hay otra que dice, regímenes democráticos, entre comillas, como Venezuela, en que el gobierno ejerce presiones indebidas a la población.
¿cómo pueden defenderse de una autoridad antidemocrática? Preguntas relativas a las complejidades del sistema, ¿no? Je dirais que je ne peux pas commenter la démocratie au Venezuela parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce qui se passe dans ce pays. Je ne connais que ce que je lis comme tout le monde dans les journaux et cela ne m'autorise pas à avoir une opinion officielle là-dessus. Mais sur les moyens, bien sûr, les moyens sont démocratiques doivent être démocratiques lorsque cette menace vient de l'intérieur même de la démocratie. Autrement dit, par exemple, chez nous, au Chili ou en France, il y a régulièrement des élections. Et ces élections permettent de renvoyer à la retraite les gouvernants précédents. Donc, il faut assurer un accès égal aux médias, il faut assurer la protection des candidats, y compris ceux de l'opposition, mais ce sont des règles de la démocratie qui devraient être respectées. Si elles ne le sont pas, il ne s'agit plus d'une démocratie. Mais je dirais que je ne pense pas que la révolution pourrait apporter plus facilement la démocratie. Pour l'instant, en tout cas, les révolutions ou les guerres ont produit l'échec des démocraties et la démocratie est un régime qui s'installe lentement et qui reste fragile. Donc la violence n'est pas un bon moyen pour conduire à bien les combats démocratiques. Hay otra pregunta que creo que es interesante. Dice, un poco la diferencia entre tolerar la tortura y legalizar la tortura. En ambos casos, un país acepta la tortura. Je n'ai pas entendu la traducción. Sí, pero la pregunta es, usted dijo que si se legaliza la tortura, se acaba la democracia, pero hay muchos países que toleran la tortura. ¿Cuál es la diferencia un poco entre un país que legaliza la tortura y un país que tolera la tortura? La tortura escondida, digamos. ¿Cuál es el paso que significa legalizar la tortura? Oui, c'est le cas de la France pendant la guerre d'Algérie, où on sait bien qu'il y avait de fréquentes transgressions de la légalité, mais il n'y a jamais eu une légalisation de la torture comme telle. Je ne pense pas que la situation soit identique dans les deux cas, parce que à côté de l'acte de torture qui reste le même, qu'il y ait une loi ou non, il y a aussi l'engagement de l'État dans la définition même de ce qui est admissible et de ce qui est inadmissible dans un pays. Dans nos pays qui ne sont plus des pays soumis à un droit d'origine divine ou religieuse, où c'était le livre saint qui garantissait le fondement idéologique du régime, c'est l'État issu du peuple souverain qui est le fondement de toutes les valeurs. Si on s'aperçoit que ce ne sont pas des individus, mais l'État lui-même qui postule que les êtres humains sont de deux catégories différentes,
celles qui peuvent être torturées et celles qui ne peuvent pas l'être, c'est le fondement même de toute l'égalité qui se trouve mise en question. Il y a donc une valeur symbolique, mais ce symbolique est fondateur de la légalité même. Il n'y a pas de loi qui ne soit pas garantie par quelque chose. Ce quelque chose, c'est le consensus social au sein d'un pays, au sein d'un peuple, selon lequel il y aura des lois, il y aura un gouvernement. Si ces lois et ce gouvernement trahissent les principes même de ce contrat social de base, toute la légitimité de ce gouvernement s'effondre, ou en tout cas se trouve mise en question. Puisqu'on peut transgresser ce principe fondamental de la dignité humaine de tout être qui habite cette terre, plus aucune valeur ne peut être considérée comme assurée. C'est le règne de l'arbitraire. Les mots, les lois deviennent des simples mots derrière lesquels ne se cache rien. Donc, c'est grave lorsque la torture est tolérée par le gouvernement, tacitement, mais c'est encore plus grave dans l'autre cas, parce que dans le premier, on peut faire un procès aux tortionnaires, y compris sous ce gouvernement même qui l'a conduite. Et tous les pays ont connu des exemples de ce genre. Así es. Bueno, el tiempo es implacable y nos están pidiendo que terminemos esta conversación. Yo quisiera agradecerles a todos y refrescamos un aplauso a nuestro invitado de Santo Domingo.